Hey, c'est Yves, bienvenue dans Papa Typique, l'autisme vu par un père ordinaire. Aujourd'hui, bien, on va parler de répit. C'est une chose qu'on sait tous qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas, ou qu'on fait mal, ou qu'on se sent coupable de vouloir faire. Je vais te parler du masque dans l'avion, d'un cours de secouriste qui m'a marqué pour vrai, puis de deux amis de Chibougamau qui ont changé notre vie tous les vendredis après-midi. Avant de commencer, je suis un père, pas un professionnel de la santé. Tout ce que je fais, c'est partager mon vécu avec Étienne. Si tu as besoin d'aide médicale ou d'aide professionnelle pour toi ou ton enfant, bien, je t'invite à aller la chercher. Mais si tu veux juste entendre quelqu'un qui comprend ce que tu vis, bien, tu es au bon endroit. Je vais commencer avec quelque chose que tu as probablement entendu 1000 fois. Le masque dans l'avion. Tu sais, quand l'agent de bord fait sa démonstration de sécurité juste avant le décollage, ou des fois même c'est une petite vidéo qu'on écoute, puis ça dit toujours la même chose. Si la cabine est dépressurisée, les masques à oxygène descendent du plafond, ben mets ton masque avant d'aider ton enfant ou quelqu'un d'autre qui voyage avec toi. Parce que, évidemment, si tu ne fais pas ça, ben, tu risques de tomber dans les pommes et de ne pas être capable de t'occuper des autres alentours. En théorie, en fait, tout le monde comprend ça. Mais ça, c'est vraiment en théorie. Parce que dans la vraie vie, dans notre vraie vie de parents avec un enfant autiste, c'est la dernière chose qu'on fait. Parce que notre premier réflexe, bien, c'est de s'occuper de l'autre, de notre enfant, de notre conjoint, de la situation, de la prochaine thérapie, du prochain rendez-vous médical, la prochaine crise à gérer. On est tellement dans le mode aidant naturel qu'on finit par oublier qu'on existe nous-mêmes. Puis un beau matin, ben, on tombe dans les pommes. Ah, pas littéralement, quoique dans le fait, on s'épuise, on s'use, on perd patience pour des petites affaires. On réalise qu'on ne sait même plus ce qu'on aime faire quand on a 5 minutes à soi. Puis là, on se dit, ah, j'aurais dû mettre mon masque avant. Mais je vais aller encore plus loin que l'avion. Parce que j'ai vécu quelque chose dans un cours de secouriste qui illustre encore mieux ce principe-là. C'est une formation, je me souviens, le premier jour, avant d'entrer dans la classe, l'instructeur avait mis en place une simulation. Donc, chacun des élèves du cours entrait dans la salle un à la fois. Sur le plancher, il y avait un mannequin par terre. Puis lui, il nous disait, ben, la personne est inconsciente. OK, vas-y, il y a une victime, qu'est-ce que tu fais? Puis la plupart d'entre nous, puis moi inclus, là, on se mettait à genoux, on vérifiait si la personne était consciente, on commençait les manœuvres de secourisme. Puis là, l'instructeur nous arrêtait puis il disait, ben, t'as échoué. Puis là, il nous montrait à terre, il avait mis un vieux câble électrique dénudé puis une petite flaque d'eau. Puis là, il nous dit que, ben, si on avait regardé avant d'agir, on aurait analysé, ben, on l'aurait vu. Ben, dans notre rush d'aller aider, on n'a pas regardé. Dans le fond, on se serait électrocuté. Donc, la première règle du secouriste, c'est toujours pas de soigner la victime ou de sauver la victime, mais c'est de s'assurer que toi, tu es en sécurité. Parce que si tu n'es plus là, ben, tu ne peux pas aider personne. C'est exactement ça, le répit. Bon, tu as compris le principe, le masque, la sécurité, prends soin de soi, prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Alors, ben, pourquoi on ne le fait pas? Je vais être honnête avec toi, moi, là, j'ai de la misère à demander de l'aide. C'est dans ma personnalité. Bon, j'ai déjà parlé dans les autres épisodes que je fais de l'anxiété, mais par rapport à l'anxiété, ben, il y a l'idée d'avoir de la misère à faire confiance aux autres. Quand quelqu'un me propose de garder Étienne pour que moi et Cathy, on ait un moment de repos, ma première réaction intérieure, c'est pas: «Ah ben merci, c'est parfait».
Non, c'est est-ce que cette personne-là va savoir quoi faire si Étienne fait une crise? Est-ce qu'elle va comprendre ses besoins? Est-ce qu'il va être confortable? Et là, même si j'accepte, mais je passe toujours la première heure du répit à être inquiet, à checker mon téléphone, à m'imaginer des scénarios. C'est pas vraiment du répit, ça. Je pense que beaucoup de parents d'enfantisme vivent ça. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'amour poussé à l'extrême. Puis c'est aussi l'habitude, on est tellement devenu expert de notre enfant qu'on se convainc que personne d'autre peut faire la job correctement. Mais la réalité, c'est que si tu es incapable de décrocher, même quand quelqu'un t'offre de t'aider, ben, tu vas finir par refuser l'aide, puis les gens vont finir par arrêter d'offrir l'aide. Puis tu vas te retrouver encore plus seul. Il y a une autre raison pourquoi on n'accepte pas toujours le répit. C'est la culpabilité. Ah, je devrais être capable de gérer ça tout seul. C'est mon enfant, c'est ma responsabilité. Les autres parents y arrivent bien, eux autres. Sauf que ça, c'est pas vrai. Les autres parents y arrivent pas mieux. Peut-être qu'ils sont juste plus habitués de cacher que ça va pas toujours bien. Le répit, c'est pas un luxe. C'est pas une faiblesse. C'est pas abandonner ton enfant pour une heure ou deux. C'est une nécessité. Tout comme dormir ou comme manger. Si tu le fais pas, bien, quelque chose finit par casser. Je vais te parler de quelque chose que j'ai vécu à Chibougamau. On avait des amis là-bas, Éric et Julie, des gens qui avaient eux-mêmes de l'expérience avec les soins d'une personne proche. Ils ne comprenaient pas juste en théorie ce que c'est quoi être aidant naturel. Ils l'avaient vécu. Puis un jour, ils nous ont proposé quelque chose de simple. Ils allaient garder Étienne tous les vendredis après-midi, toutes les semaines. Et moi, avec mon anxiété, ma misère à faire confiance, j'aurais pu décliner. J'aurais pu trouver 1000 raisons de dire non. Mais ils nous avaient mis en confiance. Pas juste parce que c'était nos amis, pas juste parce qu'ils nous ont dit « Ah, tu vas voir, ça va bien aller », mais en fait, ils nous ont montré qu'ils comprenaient vraiment, ils savaient comment réagir. Ils avaient les outils pour s'adapter à Étienne. Ce vendredi-là, c'est quand on partait, j'avais la tête tranquille. Vous savez ce que ça fait, avoir la tête tranquille? Tu peux sortir de la maison, puis tu sais que ton enfant est en bonne main, pas juste des mains bienveillantes, mais des mains compétentes. C'est incroyable. C'est un cadeau que j'ai pas de mots pour décrire. Et la chose qui m'a le plus frappé, c'est que Éric et Julie faisaient avec Étienne ces vendredis-là des activités, des jeux, des marches sur les sentiers. Puis Cathy et moi, on se regardait et on se disait, ben, ils font plus de choses avec lui en une après-midi de la semaine que nous, on fait dans toute la semaine au complet. Mais c'est parce qu'ils arrivaient frais et dispos, pas épuisés, pas dans la routine d'Étienne, pas avec toutes les autres choses de la semaine qui pesaient sur leurs épaules. Puis Étienne, ben, il adorait ça. Ça m'a appris quelque chose d'important. Accepter de l'aide, c'est pas juste bon pour toi, mais c'est bon aussi pour ton enfant. Puis pour Étienne, Éric et Julie, c'est aussi ses amis. Aujourd'hui, ben, c'est notre fille Mégane qui joue ce rôle-là souvent. Elle est proche de la maison, des fois de façon ben, complètement spontanée. Elle appelle, elle dit bon, OK, ce soir, moi et Caleb, on va s'en venir chercher Étienne. On fait des croquettes, des frites, on joue à Mario Kart. Et voilà. Pas de planification, pas de dossier à préparer, juste comme ça. Puis Étienne sent bien avec quand il va chez Mégane et Caleb, il se sent compris, il n'y a pas d'anxiété. Donc, ces moments-là, ben, ça n'a pas de prix. Sérieusement, ça n'a vraiment pas de prix. 1 heure, 2 heures, peu importe. C'est du temps de qualité pour Cathy et moi.
c'est du temps pour exister en dehors de notre rôle de parent ou d'aidant. C'est quoi les options concrètes pour avoir du répit? Bien, tout le monde n'a pas un Eric ou une Julie dans sa vie. Tout le monde n'a pas nécessairement quelqu'un de la famille comme Mégane qui habite proche. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, il y a plus de ressources que vous le pensez. La famille proche, parents, frères et sœurs, grands-parents, je sais que c'est pas toujours simple. Des fois, il y a des dynamiques familiales compliquées. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'autisme, qui font des gaffes malgré eux. Mais si vous avez un membre de la famille qui est prêt à apprendre, qui est prêt à mettre du temps pour comprendre les besoins de votre enfant, ça peut être toute une ressource précieuse. Il y a les amis proches. Je dis bien proches, pas des connaissances, des amis qui comprennent vraiment votre situation. Ceux qui vous offrent de l'aide sans que vous ayez à expliquer tout en détail. Si quelqu'un comme ça vous offre de garder votre enfant, s'il vous plaît, acceptez. Je le répète, acceptez, parce que la prochaine fois qu'il propose, vous aurez peut-être dit non 2 fois de trop, puis ils vont juste arrêter de l'offrir, parce qu'ils ne veulent pas vous importuner. Il y a aussi des organismes communautaires, des organismes alentour de vous qui peuvent offrir du répit. Bon, selon les régions, c'est pas pareil, mais il y a toujours quand même des services de répit organisés, des maisons de répit, des programmes gouvernementaux. Ça vaut la peine de chercher, peut-être d'en parler à votre travailleur social, poser la question soit à votre pédiatre ou à l'équipe qui suit votre enfant. Ces ressources-là, ils existent pour une bonne raison, c'est parce que vous en avez besoin. Puis je vais vous dire quelque chose d'important sur tout ça. Quand quelqu'un vous offre de l'aide, que ce soit de garder votre enfant 1 heure, apporter un repas, faire une commission, et que votre premier réflexe est de dire non, non, c'est correct, on est correct, merci beaucoup, bien, arrêtez-vous, respirez, puis dites oui. Les gens qui vous offrent de l'aide, ils veulent vous aider pour vrai. Puis souvent, peut-être ils ne comprennent pas à 100% ce que vous vivez. Ils se sentent démunis face à la situation. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas toujours quoi faire. Mais quand ils proposent quelque chose de concret, bien, c'est leur façon à eux de contribuer. Puis en refusant, bien, on les prive aussi de pouvoir donner. Accepter de l'aide, mais ce n'est pas s'affaiblir. C'est permettre aux autres d'être là pour nous. Puis ça, bien, c'est un cadeau, un encouragement qui va dans les deux sens. Mais ça ressemble à quoi du vrai répit? En fait, si je pense à Étienne, du vrai répit, c'est pas d'écouter Netflix jusqu'à minuit pendant qu'Étienne dort. C'est pas scroller sur mon téléphone. C'est pas profiter de 5 minutes entre deux crises ou en deux moments d'excitation. Le vrai répit, c'est sortir de la maison, c'est changer d'air, c'est faire quelque chose qui vous rappelle que tu existes en tant que parent, mais aussi tu existes en tant que personne. Aller au restaurant avec votre conjoint, votre conjointe, aller voir un film, faire une marche en forêt, voir des amis, lire un livre, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui te reconnecte à toi-même. Qu'est-ce que moi, on a appris ça à la dure. On a des années de fatigue accumulées, ça ne se rattrape pas facilement, mais peut-être que si on aurait, en tout cas, je me vise moi, là, peut-être que j'aurais été moins dans le doute, puis moins à vouloir tout faire moi-même, bien, ça m'aurait permis plutôt de prendre ce répit-là, puis je pense que ça aurait fait du bien. On aurait peut-être été meilleur dans notre rôle de parent. Puis je vais vous dire une autre chose. Quand tu prends ce temps-là pour toi, pour prendre du répit de qualité, bien, ton enfant aussi s'en porte mieux. Quand tu reviens reposer, tu as moins la tête pleine, tu as eu le temps de mettre de l'ordre dans tes idées, bien, tu es plus patient, tu es plus créatif, tu es plus là.
Le répit, c'est pas s'éloigner de son enfant, c'est de nous permettre d'être encore là demain. Le répit, un luxe ou une nécessité? Bien, je pense que vous connaissez ma réponse. C'est une nécessité absolue. C'est pas un luxe. Pas quelque chose qu'on mérite seulement si on fait tout parfaitement. C'est pas quelque chose qu'on s'accorde seulement quand on est au bout du rouleau. C'est quelque chose qu'on planifie, qu'on organise, qu'on priorise. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que l'anxiété de laisser votre enfant avec quelqu'un va disparaître du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Ça va prendre de la confiance. Ça prend des essais, des erreurs, puis aussi ça prend des Eric et Julie dans votre vie. Mais commencez quelque part. Un petit répit, 1 heure, une sortie. Observez ce que ça fait à votre énergie, à votre patience, à votre relation de couple. Je pense que vous allez être surpris. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode-là t'a rejoint, bien, parle-en à quelqu'un, à un autre parent, à ton conjoint, ta conjointe. Des fois, juste savoir qu'on n'est pas seul, bien, ça change tout. Aussi, je t'invite à t'inscrire à l'infolette Papa Typique. C'est dans la description du podcast. C'est des articles, des ressources qu'on utilise avec Étienne, peut-être même un petit peu d'exclusivité, ce qui s'en vient dans les prochains épisodes. Puis tout ça, bien, c'est pour se sentir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là. N'oubliez surtout pas, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est être un parent qui va bien. À lundi prochain.